Des drones ukrainiens frappent pour la deuxième fois le Khassent, l'un des plus grands raffineries de Russie est en flammes. Il y a également eu des frappes sur le complexe chimique Azot, dans le kraï de Stavropol. Et à la station de pompage de pétrole Yaroslavl 3, 4 énormes réservoirs ont été détruits. L'armée russe a complètement pris le contrôle de Pokrovsk. C'était quelque chose. Dans la direction de Zaporijia, une compagnie entière a péri à cause d'une intoxication massive à l'alcool. Le ministère russe de la Défense recrute des Biélorusses pour la guerre par la tromperie. Les propagandistes du Kremlin discutent du fait qu'il n'y aura plus rien en Russie. Le pouvoir en Russie est frappé dans le dos. Sergei Kirienko a été choisi comme successeur de Poutine. L'humiliation à Pékin, le chef du bunker revient bredouille après sa rencontre avec Xi. La Chine refuse de participer au projet de gazoduc Force de Sibérie 2. Alerte aérienne en Lituanie à cause d'une attaque de drones inconnue. L'aéroport de Vilnius est fermé. Déclaration sensationnelle de Syrski. La Russie et la Biélorussie vont bientôt marcher ensemble sur Kiev avec une armée commune. Enquête sensationnelle sur le président fugitif Yanukovych à Rostov. Dépression, ivrognerie et petit-fils. Il a perdu la tête. Poutine publiquement. S'est couvert de honte et a enterré l'industrie automobile allemande. Attentat contre Boudanov. Le Kremlin a de nouveau tenté de liquider le principal négociateur de l'Ukraine. Je m'appelle Katerina Mnisterenko et tout de suite, l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. La guerre de Poutine revient chaque jour à son port d'attache et avec des effets spéciaux très spectaculaires. Les moscovites voulaient la génissification et maintenant elle a rattrapé leur propre site stratégique. Les drones ukrainiens ont organisé un puissant spectacle de feu à la raffinerie de pétrole Lukoil à Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod. Les installations de traitement primaire du pétrole y ont brûlé, comme on dit, sur leur lieu de travail. Ensuite, le relais a été pris par la station de pompage de pétrole Yaroslavl 3. Là-bas, 4 énormes résultats en moins. Et dans le kraï de Stavropol, des drones ukrainiens ont attaqué le complexe chimique Azot, dans la ville de Nevinomysk. En conséquence, un incendie s'est déclaré à l'usine. Un drone vient de frapper, voilà comment Nevinomysk brûle. En ce moment, nous avons encore un drone. Et pour que les occupants ne se détendent pas du tout, l'état-major a confirmé la destruction d'une série de postes de commandement et de dépôts de munitions en Russie, ainsi que dans notre Est et notre Sud. Allez, je vous en prie, continuons d'avancer encore un peu plus loin dans cette direction. Je me demande vraiment ce qui pourrait bien se trouver caché ici, dans cet endroit mystérieux qui semble s'étendre devant nous. Est-ce que vous parvenez à imaginer les secrets ou les découvertes incroyables qui nous attendent peut-être juste derrière ce tournant ? Prenons le temps d'explorer chaque recoin pour découvrir enfin ce qui se cache réellement dans cette zone inexplorée. La périphérie exacte qui auparavant se trouvait en zone grise. Je rappelle que les combats pour Pokrovsk ont duré près de 2 ans. Nos défenseurs ont déployé des efforts titanesques pour retenir l'ennemi. De plus, l'invasion russe s'est consolidée sur une portion de la zone grise entre Pokrovsk et Mirnograd, déjà occupée auparavant. C'est ce qu'indique la source faisant autorité Deep State. Aucune confirmation officielle de l'état-major général n'a encore été donnée. Mais les forces de défense ukrainiennes continuent de frapper l'occupant dans la direction de Pokrovsk. Les opérateurs de drones de la 414e brigade, les oiseaux de Madiar, ont repéré et frappé un soldat russe qui s'était arrêté pour une courte pause ou pour de la maintenance. Et voici déjà des images des pilotes du premier détachement spécial indépendant, Omega. L'occupant s'est enfui si vite devant le drone FPV ukrainien qu'il en a même perdu son pantalon. Mais les rangs de l'armée russe s'amenuisent aussi sans l'intervention des forces armées ukrainiennes. Par exemple, dans la direction d'Orekov, les occupants ont été massivement empoisonnés par l'alcool. D'après les interceptions de conversation, il est clair que la vodka a causé la perte de beaucoup de soldats, mais ils ne se pressent pas d'évacuer les corps. Là-bas, il y en a dans le SNT, ainsi que dans notre région Ingis, où il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Ceux qui ont été empoisonnés par l'alcool, il faudra vérifier s'ils ont été évacués. Il faudra poser cette question prochainement, peut-être demain matin selon la météo.
Oui, j'ai compris, je parlerai à Marc à ce sujet. Nous avons parlé de ce sujet, il a dit que les corps étaient là, les corps étaient allongés, il y avait 8 ou 10 corps allongés là-bas. Dis-moi, quand est-ce qu'il est sorti, quand a eu lieu cette conversation? Eh bien, c'était quand il est venu chez vous, il y a environ 5 ou 6 jours. Mais la Russie ne perd pas seulement des soldats en Ukraine, elle perd aussi du matériel. Sur la direction de Kupiansk, les combattants du bataillon des systèmes de drones de la 41e brigade mécanisée indépendante ont détruit des installations d'artillerie ennemies et les occupants russes ont déployé tout leur matériel militaire en espérant secrètement que cela passerait totalement inaperçu, mais il n'en a absolument rien été. Et voici déjà la direction stratégique de Liman. Les soldats courageux du bataillon Mara ont réussi à trouver et à incendier un char ennemi directement sur sa position de tir initiale. Et pendant que les militaires ukrainiens effaçaient méthodiquement chaque trace de l'adversaire sur le terrain, les troupes TikTok de la Fédération de Russie, et non les résidents de Dirivka, publient « C'est absolument génial ». Je ne peux vraiment pas m'empêcher d'admirer avec une immense émotion le courage exemplaire et l'héroïsme incroyable de tous ces soldats ukrainiens. Ils tiennent fermement le front chaque jour et résistent avec une force admirable à une immense horde d'envahisseurs qui les surpasse pourtant très largement en nombre. C'est précisément pour cette raison que j'appelle aujourd'hui, de tout mon cœur, à soutenir activement les forces armées ukrainiennes. Et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Il semble qu'en Russie, il n'y ait plus seulement une pénurie de volontaires, mais aussi de moyens d'attirer les gens à la guerre. Maintenant, au lieu de contrat, c'est l'arnaque classique. Nous ne privons personne d'aucun droit. Le Kremlin est désormais tellement désespéré qu'il attire même les Biélorusses dans la guerre par la tromperie. Un citoyen biélorusse a raconté qu'il cherchait un travail en rotation et qu'il s'est finalement retrouvé dans l'armée russe. L'homme affirme qu'on lui a fait signer des documents sans les lire, et déjà, dans l'unité, il s'est avéré qu'il avait été engagé sous contrat avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Je ne pense pas avoir été trompé par la signature forcée d'un contrat. Lorsque j'ai reçu la même quantité de marchandises et compris la supercherie, que cela n'était pas stipulé dans le contrat, je vous demande de régler ce problème et je ne retournerai pas dans mon pays. Lorsque la Biélorussie a tenté d'annuler tout et de rentrer chez elle, on a commencé à la menacer en lui imputant la responsabilité et non pas de service. De plus, les commandants lui ont glissé d'autres papiers en lui assurant qu'ils concernaient la résiliation de son contrat. Contracté. Bonjour. Je suis citoyen de la République du Bélarus. Je vous demande de résilier mon contrat et je retournerai dans mon pays d'origine, le Bélarus. Comment je suis soigneusement trompé dans tout ce qui se passe au Smolensk-Plankomat. Au-delà de tous les éléments que nous avons déjà examinés ensemble jusqu'ici, il convient également d'ajouter une précision supplémentaire tout à fait essentielle, car il est tout aussi important de souligner que bientôt, ils vous proposeront des contrats SVO, des microcrédits et des cartes SIM. Vous n'allez pas le croire, mais les propagandistes du Kremlin évoquent déjà un changement de pouvoir en Russie. Pendant que le vieil homme retranché dans son bunker fait semblant de régner éternellement, les blogueurs spécialisés dans les réseaux sociaux discutent déjà des successeurs possibles de Poutine. Récemment, la question des successeurs est redevenue pertinente. Le principal candidat, selon moi, est Sergueï Kirienko, ce technocrate du Kremlin, responsable de la propagande interne et du lavage de cerveau. Kirienko se fait photographier avec une mitraillette. Et qui donc empêche de bloquer complètement Internet? C'est Kirienko qui nous sauve. Et qui donc? Il ne lui reste plus qu'à faire un tour à dos d'ours et à voler avec les grues. Autrement dit, on dirait que la promotion a commencé. D'ailleurs, les propagandistes disent que Kirienko a déjà pratiquement remplacé Poutine. Chez nous, le président ne joue pas un rôle aussi important qu'on l'a toujours cru. Parce que, je rappelle qu'il y a quelque temps, il y a eu une scène étrange où étaient assis Zyuganov, Kirienko, quelqu'un d'autre et Poutine. Et Zyuganov dit « Vous savez, nous sommes contre l'annulation des élections, de certains conseils locaux. Je ne me souviens même plus très bien. Je ne me souviens plus ce qu'il changeait, encore une fois. Poutine dit « Non, ce n'est pas possible. Comment ça, on annule? Qui fait ça ?» Et il regarde Kirienko, et là, tout le monde comprend qu'il n'était tout simplement pas au courant, et que c'est Kirienko qui s'en occupe, et Kirienko répond « Nous allons nous en occuper, nous allons tout régler ». Compte tenu de la sphère d'influence de Kirienko, je n'ai qu'une seule question.
Est-ce lui-même qui a demandé aux propagandistes de lancer la discussion sur le remplacement de Poutine? Et maintenant, passons aux nouvelles importantes. La menace d'une offensive depuis la Biélorussie. Cela a été déclaré ouvertement? Cette annonce officielle a été communiquée de manière très précise par le commandant en chef actuel des forces armées nationales ukrainiennes, le général Alexandre Syrski, qui supervise l'ensemble des opérations militaires stratégiques sur le terrain. La situation est déjà loin d'être simple. Syrski a souligné que nous avons déjà 1200 km de front actif, où l'ennemi nous surpasse en nombre de brigades et de régiments, et ce, 2 fois plus. Les combats se poursuivent sans interruption, et l'ouverture d'un nouveau front au nord représente une charge colossale pour nos forces. Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer cette menace. C'est pourquoi le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a ordonné d'augmenter le nombre de forces ukrainiennes dans les directions de Tchernihiv et de Kiev. J'ai tenu une réunion de l'état-major. Nous avons analysé en détail les données disponibles à la recherche d'informations sur la planification par la Russie d'opérations offensives dans la direction Tchernihiv-Kiev. Pour chaque scénario possible d'action de l'ennemi, nous préparons des réponses au cas où les Russes oseraient vraiment étendre leur agression. Nos forces dans cette direction seront renforcées. Découvrez dans notre reportage les préparatifs détaillés à l'ouverture d'un nouveau front. De vastes exercices nucléaires ont débuté dans toute la Russie le 19 mai. Plus de 60 000 militaires des forces de missiles stratégiques y participent. Les flottes du Nord et du Pacifique ainsi que l'aviation à long rayon d'action. La Biélorussie participe également à ces exercices nucléaires. Dans le but d'accroître la préparation des forces armées à l'utilisation de moyens de destruction modernes, y compris des munitions spéciales, un entraînement des unités militaires chargées de l'emploi et du soutien nucléaire a débuté sous la direction du chef d'état-major général des forces armées, premier vice-ministre de la Défense de la République de Biélorussie. Cet entraînement constitue... Si nous prenons un instant pour observer attentivement comment la situation se présentait tout au début, bien avant que les événements ne commencent à évoluer de manière aussi radicale et imprévisible qu'aujourd'hui. Avant le début de l'invasion à grande échelle, des exercices avaient également été menés sur le territoire biélorusse. Et le ministère de la Défense locale faisait les mêmes déclarations. Tout le monde se souvient bien d'où a commencé l'invasion. En Ukraine, la réaction au lancement de ces exercices a été immédiate. Le fait de procéder au déploiement stratégique d'armes nucléaires tactiques russes entre le Royaume-Uni et la Russie ne se contente pas seulement de fragiliser gravement la confiance dans le droit international. Ils ont également pour effet direct de transformer Minsk en un complice actif de la politique de chantage nucléaire menée par Moscou. L'audace de Moscou et de Minsk, qui ont consciemment franchi toutes les lignes rouges, ne peut rester sans une réponse ferme et consolidée, ainsi qu'un endiguement systématique des deux régimes de la part de l'Union européenne, de la communauté atlantique et du monde entier, ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Les armes nucléaires tactiques russes ont été déployées sur le territoire du Bélarus à la mi-année. Depuis ce moment, la Fédération de Russie ne cesse de menacer avec ses armes et organise toutes sortes d'exercices. C'est l'un des éléments d'intimidation, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre toute l'Europe. En Biélorussie, dans la mesure où l'on peut faire confiance à ces informations, mais il n'y a pas d'autres rapports, ce qui signifie qu'une division de Iskander, avec des ogives nucléaires, a été déployée, ainsi que des aéronefs stratégiques porteurs de bombes gravitationnelles nucléaires. Le gouvernement de Moscou tente activement d'obtenir de la part de Minsk que les forces armées biélorusses s'engagent de manière directe et effective dans le conflit de la guerre contre le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est-à-dire qu'elles attaquent l'Ukraine. Peu de temps avant les exercices nucléaires, la Biélorussie a interdit l'accès aux forêts dans les régions frontalières du pays. La plupart des zones fermées se trouvent à la frontière avec l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. L'une des cibles les plus importantes pour une invasion pourrait être la centrale nucléaire de Rivne. Poutine manque de forces propres. C'est pourquoi il essaye d'entraîner l'armée biélorusse dans la guerre contre l'Ukraine. Mais Loukachenko comprend parfaitement la situation. Loukachenko, si je comprends bien, c'est
il saisit tout à fait parfaitement que, en tout premier lieu, n'importe quelle tentative, absolument tout ce qui est inclus ici, sans aucune exception possible dans cet ensemble complet et vraiment exhaustif. Les routes à la frontière avec la Biélorussie du côté ukrainien sont déjà depuis longtemps minées et bien surveillées par le feu, donc pour l'armée de Loukachenko, c'est un aller simple. Les exercices et les menaces sont davantage un élément de pression psychologique qu'une véritable action. Les forces armées ukrainiennes contrôlent actuellement tout ce qui se passe. Tous les déplacements des troupes russes et biélorusses. Il n'y a donc aucune raison de paniquer. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas actuellement un grand nombre de troupes russes sur le territoire biélorusse, la Russie peut à tout moment utiliser cette plateforme en y transférant des forces supplémentaires. Il y a déjà un certain chantage concernant la présence d'armes nucléaires sur le territoire biélorusse. Bien sûr, la menace en Biélorussie est réelle, et nous devons être prêts à toute évolution de la situation. Potentiellement, la Fédération de Russie peut recourir à une provocation dans le nord, dans cette histoire, l'armée biélorusse, afin d'y attirer les troupes ukrainiennes. Mais pour cela, l'agresseur a besoin d'un groupement et de ressources qui n'existent pas actuellement. Poutine a enterré l'industrie automobile allemande. Le vieux du bunker a soudain décidé d'évaluer l'économie allemande et a déclaré que tout allait mal là-bas. Selon lui, en Allemagne, les salaires n'augmentent pas, les usines ferment, et tout cela serait la faute du soutien à l'Ukraine. Volkswagen meurt, Porsche meurt, l'industrie du verre meurt. Le secteur vital de la production d'engrais est en train de s'effondrer complètement. Mais il faut se demander sérieusement, pourquoi faire ? L'Allemagne est actuellement la puissance économique majeure et la locomotive principale de l'Union européenne. Pourtant, elle se trouve aujourd'hui au bord d'une récession profonde. Il ferait vraiment mieux de s'occuper de sauver de toute urgence leur industrie automobile historique et de chercher à augmenter les salaires des travailleurs. Et vous n'avez pas confondu Mercedes avec votre Lada. Pour l'instant, ce sont seulement les vôtres qui s'effondrent. Vos voitures. Et ce, même lors des présentations. Mais pendant que Poutine enterre les usines allemandes, les autorités russes supplient déjà les Chinois de ne pas concurrencer Avtovaz. Le vice-premier ministre Mantourov a carrément demandé aux entreprises chinoises de ne pas importer en Russie des voitures qui pourraient nuire aux ventes de Lada et Niva. Et tout cela parce que les ventes d'Avtovaz se sont effondrées, atteignant leur pire chiffre depuis 20 ans. Tout le monde prédisait la fin de cela, mais rien n'a abouti. Et ceux qui sont d'accord disent que le développement est bon, la production a été augmentée grâce aux efforts. Voilà la stabilité du Kremlin dans toute sa splendeur, mais la Russie stable l'est aussi dans ses mensonges. Tandis que les fonctionnaires de Poutine parlent des difficultés à concurrencer la Chine, leurs propres propagandistes révèlent tous les secrets de la Russie. L'animateur de la chaîne Soloviev Life, Stas Vassiliev, a littéralement démoli en direct les entreprises russes. La substitution aux importations est la qualifiée de pur mensonge. Selon lui, sous couvert de produits de substitution importés, des marchandises chinoises étaient importées en Russie, puis étiquetées avec des autocollants fabriqués en Russie. Prenons par exemple la troisième, Moskvitch. En réalité, il s'agit d'un crossover chinois développé par la société Jack Motors. Mais dans les rapports, c'est présenté comme une success story de la substitution aux importations. Il n'y a rien de russe là-dedans, c'est simplement la localisation d'une voiture étrangère avec juste un nom russe sur la calandre. Ou alors, ma douleur personnelle, dont je parle déjà depuis longtemps, depuis presque 10 ans, les processeurs Baikal et Elbrus qui ont effectivement été conçus en Russie mais fabriqués à l'étranger, car il n'existe pas d'usine dans le pays disposant du niveau technologique nécessaire. Le gouvernement russe a alloué environ 2000 milliards de roubles au programme de substitution des importations. Mais il s'est avéré qu'en parlant d'indépendance, Poutine finançait simplement l'économie chinoise, à propos de la Chine d'ailleurs. La veille, Poutine s'est rendu à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Malgré l'accueil chaleureux, le nain du bunker a été reçu par des enfants agitant des drapeaux et un orchestre. Les négociations se sont révélées infructueuses. L'un des principaux objectifs de la Fédération de Russie lors de cette visite était de convaincre la Chine de mettre en œuvre le projet de gazoduc Force de Sibérie 2. Cependant, Xi n'a pas donné son accord. Le Kremlin, pour ne pas reconnaître son échec lors des négociations, parle d'avoir atteint une certaine forme de compréhension. Les principaux paramètres de compréhension concernant la Force de Sibérie 2 sont en place. Quant à la manière dont cela sera construit, certains détails restent à discuter, mais dans l'ensemble, une telle compréhension existe déjà.
Quant à Poutine lui-même, il ne lui restait plus qu'à déclarer pour la 100e fois une coopération profonde avec la Chine. Et vous relèverez l'ensemble des défis les plus complexes, même les plus ambitieux, en matière de développement stratégique et continu de la coopération russo-chinoise, dont les perspectives d'avenir sont absolument vastes et sans aucune limite. Certes, mais la Chine hésite à investir dans une Russie déclinante. En Lituanie, une alerte aérienne a été déclenchée après la détection de drones. Ces cibles radars se trouvaient en Biélorussie, près de la frontière. Vilnius a décidé de ne pas attendre et a déclaré le niveau jaune d'alerte aérienne. Des SMS d'urgence ont été envoyés aux habitants, les appelant à rester calmes et, si nécessaire, à se réfugier dans des endroits sûrs. Même le président, le Premier ministre et les membres du Parlement du pays sont descendus dans les abris. Les autorités ont également fait décoller des chasseurs dans le cadre de la mission de police aérienne de l'OTAN et ont temporairement fermé l'aéroport de Vilnius. Les écoles, les crèches et les transports ont été suspendus. On ne sait pas exactement quel objet les militaires lituaniens ont repéré, mais cela s'est produit après que les médias russes ont écrit sur de prétendues menaces de la Lituanie d'attaquer la région de Kaliningrad. Mais cela s'est avéré être un faux. L'article auquel se référèrent les propagandistes russes et le chef du ministère lituanien ne disait que toute action à l'égard de Kaliningrad ne serait possible qu'en réponse à l'agression de la Russie contre l'OTAN. La diplomatie du Kremlin a brandi une nouvelle menace, sans cesser les vociférations du représentant de la Fédération de Russie à l'ONU, Vassili Nebenzia. Selon de nouvelles informations dont disposent les services spéciaux russes, Kiev n'a pas l'intention de se limiter à l'utilisation des couloirs aériens fournis par les États baltes. Les drones sont également prévus pour être lancés depuis le territoire de ces pays. Il a déjà convaincu Riga de donner son accord pour l'opération en insistant sur le fait que le lieu exact de lancement du drone sera impossible à déterminer. Et son supérieur et ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Laprovine. Le chef de la diplomatie russe a déclaré que l'Eurovision représente une menace pour la population russe avec son règlement traditionnel. Nous ne nous conformerons absolument pas aux critères qui servent actuellement à définir et à sélectionner les participants de l'Eurovision et qui, pour dire les choses telles qu'elles sont réellement, constituent des critères d'un satanisme tout à fait manifeste. Nous ne tiendrons pas le coup, parole d'honneur. Et oui, les meurtres de masse, la guerre et les frappes sur les villes, ce sont ça, les valeurs traditionnelles. Mais les paillettes, les chansons, les chanteurs barbus, c'est déjà la fin de la civilisation. L'Ukraine passe à un nouveau niveau dans la guerre des technologies. Sa propre bombe aérienne guidée, de nouveaux missiles à longue portée et des projets conjoints avec l'Europe. Le secteur de la défense ukrainien développe rapidement ses capacités. Comment la guerre pousse l'Ukraine à devenir l'un des plus puissants producteurs d'armes modernes ? La suite dans le reportage. L'Ukraine a créé la célèbre société d'ingénierie ukrainienne connue sous le nom de Bravo 1, est une entreprise de pointe qui se spécialise dans le développement de solutions technologiques innovantes et complexes. Reconnue pour son expertise technique exceptionnelle et son savoir-faire unique dans le secteur industriel moderne, cette organisation joue un rôle crucial dans le paysage technologique actuel en proposant des services de conception et de réalisation de projets d'envergure internationale, tout en maintenant des standards de qualité extrêmement élevés pour l'ensemble de ses partenaires et clients à travers le monde entier. Ce n'est pas une copie d'une arme occidentale ou russe, mais un système créé pour les réalités de la guerre moderne. Une bombe ordinaire, même larguée de la plus grande hauteur, elle, peut parcourir quelques kilomètres si elle est larguée d'un avion rapide. Ici, la portée est déjà nettement supérieure, plusieurs fois plus grande. Et c'est pourquoi de telles bombes, la Russie les utilise constamment sur la ligne de front, pratiquement sans frappe de ce type de bombe. La toute nouvelle bombe aérienne, guidée et développée par les forces ukrainiennes, représente une avancée technologique majeure dans le conflit actuel, offrant une précision accrue et une portée étendue pour les opérations de défense stratégique sur le terrain. Est capable de frapper des fortifications, des postes de commandement et d'autres cibles à des dizaines de kilomètres en profondeur. En d'autres termes, c'est un outil supplémentaire pour des frappes de haute précision contre l'ennemi sans contact direct.
Si l'on se base sur les principes fondamentaux généralement admis dans ce contexte particulier, il convient de noter que normalement et en toute logique, selon les règles établies, elle permet de détruire n'importe quelle fortification de campagne, de détruire des tranchées, de détruire des dépôts, et ce sera une aide précieuse pour nos forces terrestres afin de repousser les assauts russes. Lors de nos contre-attaques, il sera possible d'utiliser une tactique similaire, une frappe sur les positions fortifiées russes. Ensuite, nos forces de système sans pilote éliminent les survivants à l'aide de drones et un groupe d'assaut s'empare de ces positions. Mais l'Ukraine ne s'arrête pas là. Parallèlement, des travaux sont en cours sur de nouveaux missiles longue portée. La société européenne Destinos, en collaboration avec l'allemande, la société Rayon Métal développe le système Ruta Block 3, un missile d'une portée allant jusqu'à 2000 km. Le nouveau missile sera doté d'une ogive de 250 kg et d'un système de navigation moderne qui lui permettra d'opérer même en cas de brouillage du signal GPS. C'est un point crucial dans la guerre moderne où les systèmes de guerre électroniques sont devenus l'un des facteurs clés et les essais doivent donc avoir lieu précisément en Ukraine. Selon le plan, les premiers tests en vol débuteront en 2027. Le projet est développé simultanément dans plusieurs pays. Aux Pays-Bas, le principal centre d'ingénierie Destinus est déjà opérationnel. L'Allemagne sera responsable de la production en série et de la certification. Quant à l'Ukraine, elle s'occupera des essais, de l'adaptation au combat et de la fabrication de certains composants clés. 70% des entreprises du secteur militaire russe, ainsi que du complexe militaro-industriel de la Russie, vont se retrouver désormais dans la zone de frappe potentielle de ces missiles. Autrement dit, nous pourrons désormais détruire efficacement non seulement les entreprises situées dans les régions frontalières et en Crimée, mais aussi atteindre des cibles un peu au-delà de l'Oural. Il y a encore quelques années, le secteur de la défense ukrainien dépendait principalement des anciennes conceptions soviétiques. Aujourd'hui, le pays développe ses propres solutions de haute technologie, allant des drones FPV et des drones maritimes jusqu'aux bombes aériennes et aux missiles. D'un point de vue purement pratique, nous constatons qu'il n'existe actuellement plus aucune véritable limitation majeure en ce qui concerne l'approvisionnement et l'armement des forces ukrainiennes sur le terrain. Commence à attirer l'attention non seulement des militaires, mais aussi des partenaires internationaux. En effet, une part importante de ces systèmes a déjà été testée dans des conditions de combat réelles. Ainsi, l'Ukraine est en train de devenir progressivement l'un des principaux producteurs. Ils le traquent depuis bien plus d'1 an déjà, essaient de l'éliminer, mais il leur résiste. Kirilo Boudanov reste l'une des principales cibles du Kremlin. Pourquoi les Russes font-ils de l'élimination de Boudanov une idée fixe, que dit-il lui-même à propos des tentatives d'attentat contre lui, et surtout, quels sont les véritables desseins de la Russie? Tous les détails dans ce reportage. Au cours des dernières années, il a survécu à une multitude de tentatives d'assassinat. Comptez-vous le nombre de tentatives contre vous? Honnêtement, je ne sais même pas, c'est la réponse la plus sincère. Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est certainement plus de 10. Franchement, je pense que c'est autour de 20. Le chef du bureau du président et l'un des principaux négociateurs de l'Ukraine dans les discussions avec la Russie, Kirilo Boudanov, reste à ce jour l'une des principales cibles du Kremlin. Eh bien sûr, il est vraiment sans doute l'une des principales cibles des attaques russes, tout simplement parce qu'il incarne d'une part la poursuite de la lutte de l'Ukraine pour son indépendance, les opérations efficaces des services spéciaux ukrainiens et en principe une ligne de négociation assez dure. Boudanov a dirigé le Gurdout de l'année jusqu'en janvier. Après quoi, il a été nommé chef du bureau du président. Pendant cette période, il est devenu l'un des principaux organisateurs des opérations spéciales ukrainiennes contre la Russie. Comme le note le Times, Boudanov entretient des liens étroits avec la CIA et est considéré comme l'une des figures clés du système de sécurité ukrainien. Parmi les tentatives d'assassinat connues, le journal mentionne un incident l'année où une bombe placée sous la voiture de Boudanov a explosé prématurément. Bombe installée par un agent russe.
Et en 2013, en 2024, le SBU a rapporté avoir déjoué une tentative d'attaque contre son cortège à l'aide de missiles balistiques, également avec la participation d'agents russes. Et en 2023, selon les services spéciaux ukrainiens, l'épouse de Boudanov, Mariana, ainsi que plusieurs membres du renseignement ont été empoisonnés avec des métaux lourds. Les services spéciaux russes ne s'arrêtent pas et continuent de tenter d'éliminer Kirilo Boudanov, même pendant les négociations visant à mettre fin à la guerre. Boudanov est un négociateur de nouvelle génération et un négociateur qui se distingue nettement à la fois des premières traditions ukrainiennes de négociation et des traditions occidentales contemporaines, où l'on a tendance à complaire aux Russes et aux dictateurs russes. Boudanov n'est pas comme ça. Il est prêt à négocier, il ne refuse jamais les négociations, mais il est toujours pour qu'elles se déroulent de manière juste. Au cours d'une interview exclusive récemment accordée, au journal britannique The Times, Boudanov a déclaré qu'il ne trouvait pas étrange que le Kremlin continue de le traquer. De plus, il a affirmé qu'il considérait de telles tentatives comme tout à fait normales, compte tenu de son activité passée à la tête du renseignement militaire ukrainien. Je n'ai pas besoin de faire confiance à qui que ce soit, j'ai besoin d'obtenir un résultat. Et pour atteindre ce résultat, tous les moyens, formes et méthodes de travail sont bons. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, on ne laissera certainement pas Boudanov tranquille. Et la Russie ne s'arrêtera pas à ces tentatives infructueuses de l'éliminer. En Russie, on comprend parfaitement qu'ils ne peuvent pas faire plier ni Zelensky ni Boudanov. Autrement dit, ils peuvent exercer une certaine pression, mais ils ne peuvent pas les faire céder. C'est pourquoi, naturellement, du point de vue de l'idée impériale russe, de cette haine envers tous ceux qui se dressent sur le chemin de cette idée, bien sûr, il serait ravi d'obtenir l'élimination aussi bien de Zelensky que de Boudanov. Boudanov est particulièrement précieux à cet égard, car il combine à la fois des fonctions militaires et celles de leader politique, étant l'un des représentants de la direction de l'Ukraine. Et en même temps, il est associé à de nombreux succès liés aux actions des services spéciaux ukrainiens ces derniers temps. Et maintenant, quelques mots sur ce que le Kremlin a apprivoisé. L'Ukraine a eu un président du nom de Viktor Yanukovych. Je rappelle qu'il a fui en Russie, la queue entre les jambes, dès 2014. Sous le couvert de la nuit, avec tous ses biens sauf les autruches, Yanukovych s'est envolé en hélicoptère vers sa nouvelle vie. Bref, ce n'était pas une fuite, mais le scénario d'un film d'action. Il s'est d'abord installé à Rostov et Yanukovych s'est tellement ennuyé, dit-on, qu'il serait tombé en dépression et dans l'alcoolisme. Ces rumeurs sont encore discutées dans les médias aujourd'hui. Finalement, il a décidé de changer d'air et a déménagé à Sotchi, où il s'est installé dans un manoir avec sa propre église et une vue sur la mer Noire. Pendant 10 ans, Yanukovych a vécu aux frais du Kremlin et s'est fait discret. Mais l'an dernier, pour la première fois depuis de longues années, il est réapparu en public et a brillé par ses nouvelles. Dents blanches et son apparence changée. J'ai toujours été un opposant catégorique et convaincu à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. J'ai toujours compris clairement et distinctement que ce serait une catastrophe pour l'Ukraine, une voie sans issue. De plus, les médias rapportent qu'en Russie, la famille de Yanukovych s'est agrandie. Sa compagne Lyubov Poleja aurait donné naissance à son fils. Selon les informations du parquet général, Viktor Yanukovych vit actuellement dans une quasi-isolation à Rubliovka, près de Moscou. Des millions de dollars. Que dire de plus? On ne peut pas interdire de bien vivre. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.